En 399 avant notre ère, un tribunal grec condamne le philosophe Socrate pour crime contre l'État. À 70 ans, il a été reconnu coupable d'apologie de nouveaux dieux et de corruption de la jeunesse. Ses juges l'obligent à avaler une coupe de poison. Cette condamnation à mort n'a pas été prononcée par une dictature ou un régime totalitaire, mais par une véritable démocratie. L'une des premières du genre et certainement la plus accomplie de tous les temps. Comment Athènes, la ville qui a inventé le concept même de liberté d'expression, a-t-elle pu voter la mort de l'un de ses citoyens les plus sages uniquement parce qu'il avait osé dire ce qu'il pensait? Dans ce deuxième volet de notre série, nous allons voir comment Socrate, en poussant le principe de liberté démocratique à l'extrême, a causé sa propre perte. Nous allons plonger dans l'âge d'or d'Athènes. Une ville qui accueillait les plus grands intellectuels de leur temps, mais qui était aussi déchirée par des luttes intestines. La grandeur de la démocratie athénienne contenait-elle en elle le ferment de sa propre destruction? À la fin du VIe siècle avant notre ère, la cité grecque d'Athènes prit une décision qui allait marquer l'histoire de l'humanité. L'aristocratie fut sommée de remettre le pouvoir au peuple. Ils se sont dit, pourquoi ne pas essayer d'exercer nous-mêmes le pouvoir? L'expérience démocratique allait durer un peu plus d'un siècle. On suppose que c'est une urne électorale. Les citoyens ordinaires étaient invités à prendre eux-mêmes toutes les décisions politiques. C'est fausse démocratie, vote public. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est à Athènes, au 5e siècle, qu'apparaissent la plupart des grands concepts, des grandes idées de la culture occidentale. Des mots comme démocratie ou théâtre, les grands principes de la justice moderne, tout cela nous vient de la Grèce antique. Pour comprendre l'origine de ces idées, il faut remonter à cette époque. L'expérience athénienne n'avait cependant rien d'une utopie ou d'un projet idyllique. Si les hommes libres détenaient effectivement le pouvoir, les femmes et les esclaves restaient opprimés. Toutes les représentations que l'on voit sur les poteries montrent que la femme était voilée et que son manteau lui couvrait la tête. Les démocrates athéniens votèrent la guerre à de multiples reprises. Ils conquirent un vaste empire, chassant des populations entières de leurs terres. Les Athéniens s'emparaient de territoires étrangers, puis les répartissaient entre eux de manière démocratique. Exporter la démocratie, à l'époque, c'était ça. Faut-il revoir l'image que nous avons d'Athènes? Puissance bienveillante, raffinée, véritable socle de la civilisation occidentale? Une image certainement trop flatteuse. Le Parthénon est achevé en 438 avant notre ère. Athènes est alors au fait de sa puissance. La démocratie athénienne est à la tête du plus grand empire jamais constitué par des Grecs. Plus de 150 États, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à la Crimée, versent un tribut au trésor d'Athènes. Celle-ci peut ainsi entretenir une flotte puissante qui règne sans partage sur les mers. Il ne s'agit pas de navires d'apparat. Pendant l'âge d'or athénien, il ne se passait pas 2 ans sans que les citoyens d'Athènes ne votent la guerre. D'ailleurs, toutes les grandes réalisations de la cité eurent pour toile de fond la rivalité ruineuse qui opposait la cité à sa rivale Sparte, la fameuse guerre du Péloponnèse. Cette guerre a été l'un des faits les plus marquants et les plus terribles de l'histoire de la civilisation. C'est une suite de massacres. Les hommes sont tués, les femmes et les enfants réduits en esclavage. Très vite, cela devient la règle entre Sparte et Athènes, une nouvelle façon radicale de faire la guerre chez les Grecs. Pourtant, alors même que le conflit fait rage, les artistes, les architectes, les philosophes affluent de tout l'Empire, apportant avec eux une multitude d'idées et d'expériences nouvelles. La manière dont les gens perçoivent leur existence change totalement. On ne se contente plus de faire les choses, on réfléchit à ce qu'on fait, d'où un désir d'expérimentation. L'idée même qu'on peut essayer de nouvelles choses ouvre la voie à la démocratie et à un esprit des Lumières. C'est l'idée que la pensée et l'exploration n'ont pas de limite.
Ce bronze, représentant un dieu grec, est l'une des statues les plus célèbres de l'Antiquité. S'il nous fascine tant, c'est notamment, je crois, parce qu'il nous ressemble étonnamment. Les représentations rigides et formelles, héritées des Égyptiens, commencent à disparaître au profit d'un style plus réaliste. C'est ce qu'on appelle le miracle grec. Certains pensent toutefois aujourd'hui que ce changement s'est produit grâce à l'émergence d'une nouvelle technique, le moulage d'après nature. Personne n'est jamais parvenu à un tel réalisme. Ils utilisaient une technologie de pointe. Nigel Konstam pense que les Grecs se servaient de modèles vivants. Donc, vous pensez que les grands sculpteurs de l'époque travaillaient sur modèles vivants, qu'ils réalisaient des moulages en plâtre d'après nature? Exactement. À l'époque classique, ils faisaient des moulages sur modèles vivants. C'est la seule explication possible. Pourquoi les spécialistes refusent-ils de vous suivre sur ce point? Ces artistes sont presque unanimement considérés comme les plus grands sculpteurs de l'histoire. Quand vous en êtes persuadé, c'est dur d'admettre qu'ils utilisaient en fait une méthode toute bête. Nigel Konstam est sculpteur depuis 40 ans. En étudiant la plante des pieds de bronze du 5e siècle, il a découvert un indice qui lui a mis la puce à l'oreille. Un détail négligé par la plupart des historiens d'art. Sur tous les bronzes grecs qui sont parvenus jusqu'à nous, on remarque que la plante des pieds est déformée par la pression du poids du corps. C'est extrêmement réaliste, très différent de ce que ferait un artiste en sculptant directement. Seul le moulage permet d'arriver à ça. Donc, les Grecs moulaient dans le plâtre des hommes vivants. On retire ensuite le moule, on assemble les différentes parties et on coule de la cire dedans. On voit ainsi très bien, au démoulage, que les orteils sont déformés par le poids du corps. À votre avis, ils cherchaient ainsi à parvenir à une représentation parfaite de l'être humain? Oui, je crois. C'est un peu dégoûtant. À Athènes, l'art n'était pas le seul domaine expérimental. Certaines des théories scientifiques les plus fondamentales de notre époque y ont été élaborées. Les philosophes se sont lancés à la découverte de la nature de l'univers. Un exploit, 2000 ans avant l'invention du microscope optique. Et pourtant, sans appareils sophistiqués, les Grecs ont conçu l'idée de l'existence de particules irréductibles, particules qu'ils ont baptisées indivisibles, atomas, atomes. Je trouve extraordinaire qu'il soit parvenu à une telle abstraction de la pensée en se demandant de quoi était faite la matière, en concevant la notion d'atome. Il a fallu attendre les 10 dernières années pour arriver enfin à isoler et à visualiser des atomes comme nous le faisons ici. Scientifiquement, c'est difficile? On est vraiment à la pointe de la recherche, à la pointe des technologies actuelles. On peut enfin voir aujourd'hui les atomes dans un faisceau laser balayant le vide. Les Grecs ne pouvaient pas observer les atomes. Ils les ont pourtant imaginés. Le fait qu'ils en aient eu l'intuition traduit bien toute la force de la pensée grecque. Ils ont pressenti qu'il existait des lois de la nature qu'on pouvait peut-être découvrir par l'expérience et la réflexion plutôt que de se dire « cette pomme tombe par terre quand je la lâche parce que Dieu en a décidé ainsi » ou « c'est Dieu qui a accroché les étoiles dans le ciel ». Ils ont estimé la distance entre la Terre et la Lune. Ils s'interrogeaient sur l'éloignement des étoiles. Tandis que les arts et les sciences progressaient à grands pas, des avancées encore plus radicales étaient accomplies dans le domaine de la pensée pure. Une révolution des idées incarnée en particulier par Socrate, le philosophe le plus influent du monde occidental. Ce fils d'une sage-femme et d'un maçon était à bien des égards un citoyen athénien très ordinaire. Il avait combattu dans l'infanterie, puis siégé dans les instances de la ville. Il n'avait pas écrit d'ouvrages marquants, ni ouvert d'école philosophique, mais il était influent parmi les membres de l'aristocratie dont les fils se bousculaient pour intégrer son cercle. Socrate était un penseur extraordinairement original.
Sa vision du monde reposait sur l'idée que chacun devait suivre sa propre voie vers la vérité et la vie juste. En fait, nombre de ces idées heurtaient la sensibilité de la société athénienne démocratique et sûre d'elle de son époque. Il posait sans cesse des questions qui dérangeaient. La richesse rend-elle vraiment heureux? Pourquoi, dans une société ouverte, faut-il entourer la cité de murailles? Très souvent, ce qu'il avait à dire n'était pas du tout ce que la plupart des Athéniens avaient envie d'entendre. Il devait avoir une drôle d'allure. Dans une ville qui vouait un culte à la beauté, c'était un homme connu pour sa laideur, qui se lavait peu et se promenait pieds nus. On l'imagine arpentant les rues dans son vieil habit usé, entouré de jeunes gens avides d'idées nouvelles. Quand il rencontrait quelqu'un qui était censé être un expert sur tel ou tel sujet, il lui faisait subir un véritable interrogatoire, selon une méthode rationnelle totalement inédite. Connais-tu la différence entre le bien et le mal? Oui, le bien est ce qu'aiment les dieux, le mal ce qu'ils détestent. Mais il y a plusieurs dieux qui ne sont pas toujours d'accord. C'est vrai. Et ils n'aiment pas tous les mêmes choses. Oui. Donc certaines choses sont à la fois aimées et détestées par les dieux. Donc elles sont à la fois bonnes et mauvaises. Je suppose. Il me semble donc que tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Non. La plupart des gens qui l'interrogeaient se sentaient humiliés par ces questions. Ils se sentaient bêtes, gênés. Selon l'une de ses formules célèbres, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. La démarche philosophique de Socrate nous paraît aujourd'hui familière, mais à son époque, elle était révolutionnaire. Il est à l'origine du principe selon lequel on peut s'interroger sur tout. Un concept qui lui vaudra autant d'ennemis que d'amis. Avec ces questions gênantes, Socrate n'interpellait pas seulement les Athéniens, mais aussi le système même de la démocratie athénienne. La Grèce du 5e siècle avant notre ère est un chaudron où bouillonnent les nouvelles idées scientifiques. Les philosophes de l'époque s'intéressent à la structure du monde, aux atomes, aux particules, au traitement des maladies et à l'organisation sociale. Une nouvelle génération d'historiens s'attache davantage à relater les faits qu'à les enjoliver, en adoptant une démarche rationnelle. Mais ce rationalisme se heurte à une autre conception d'un monde dominé par les dieux, inculquée aux Athéniens dès la plus tendre enfance par le biais de poèmes épiques et de mythes. Les Grecs connaissaient tous leur mythologie. Ils savaient que les dieux et les déesses vivaient sur l'Olympe, où ils se chamaillaient, buvaient ensemble et couchaient les uns avec les autres. Ils savaient aussi qu'ils étaient physiquement présents à certains endroits. Et ils érigeaient en leur honneur des temples de pierre monumentaux, de vrais palais terrestres. À l'époque, les hommes les plus riches vivaient dans des maisons de briques crues. Le luxe était réservé au monde divin, car la religion était toute puissante. Massifs, orgueilleux, insensibles au temps qui passe, ces monuments imposants symbolisent aujourd'hui la culture de la Grèce antique. Mais ne nous y trompons pas. Le fait que ces temples aient traversé les siècles ne signifie pas que la vie religieuse des Grecs était à leur image, grandiose et solennelle. C'est en venant de nuit sur l'acropole qu'on ressent probablement le mieux ce que devaient éprouver les Athéniens lors des cérémonies religieuses. Toute cette partie de la colline est consacrée à la déesse Aphrodite. Les hommes comme les femmes venaient ici déposer des offrandes dans des niches sculptées dans la roche. Une fois par an, de jeunes vierges descendaient cet escalier, taillé directement dans la pierre, pendant l'âge de bronze,
Elles portaient des paniers remplis d'offrandes. Et elles passaient la nuit sur place pour célébrer le culte de la déesse. Il était politiquement intéressant d'encourager les femmes à vénérer Aphrodite. Aphrodite est certes la déesse de l'amour charnel, mais elle est aussi celle du compromis et de l'harmonie. Dans un système politique où les acteurs étaient si nombreux et avaient tous leur intérêt propre, l'harmonie était une vertu cruciale et on pensait que le culte d'Aphrodite permettait aux femmes d'entretenir l'indispensable ciment social. En grec ancien, il n'y a pas de mot particulier pour désigner la religion. Les rituels faisaient partie intégrante de la vie quotidienne et du système politique. Les gens s'attendaient à tomber sur un dieu ou un demi-dieu à chaque coin de rue. Il y avait aussi malheureusement des esprits malveillants qu'il fallait apaiser. Des fouilles récentes ont permis de montrer que le système judiciaire grec, réputé équitable et rationnel, reposait aussi sur la magie noire. Des centaines de tablettes porteuses de mauvais sorts ont été retrouvées dans des puits du cimetière du Céramique, la principale nécropole d'Athènes. Ce pauvre homme a les mains liées derrière le dos et il est enfermé dans un cercueil de plomb. Son nom nous est connu puisqu'il est gravé en lettres grossières sur le couvercle. Mnessimachus, ainsi que tous ses co-accusés. Celui qui a fait faire cette boîte avait engagé des poursuites contre Mnessimachus et espérait ainsi acquérir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de gagner son procès. On a retrouvé plein d'objets de ce genre. Donc, il s'agit manifestement d'une pratique magique qui, même si elle n'était pas officielle, avait toute sa place dans le système judiciaire athénien. Les spécialistes de la Grèce antique ont souvent eu du mal à expliquer la religion grecque. Elle cadrait mal avec la vision qu'ils avaient d'une société athénienne évoluée et rationnelle. Or, Athènes avait beau être une démocratie, c'était aussi une société issue d'un monde archaïque, peuplée d'une foule de dieux et de rituels. Il existait une fête que les Athéniens affectionnaient tout particulièrement, pour le sentiment d'union et de cohésion qu'elle leur inspirait. Il s'agissait des mystères d'Éleusis. La cérémonie commençait par une procession qui partait du cimetière du Céramique pour emprunter la voie sacrée. Le déroulement des mystères est longtemps resté une énigme, puisqu'il s'agissait justement de rites secrets et que les initiés juraient de ne rien révéler. On savait seulement qu'ils étaient censés garantir le bonheur dans l'au-delà. Hommes et femmes arrivaient à Éleusis pour les célébrations nocturnes. On imagine mal ce que cet événement représentait pour eux. Juste avant d'arriver au sanctuaire, le cortège passait devant une grotte qui était considérée comme la porte du monde souterrain. Un monde sur lequel régnait Hadès, qui avait enlevé et violé Perséphone, la fille de la déesse Déméter. La procession avait pour but de consoler cette dernière de la perte de son enfant. Déméter retrouvait Perséphone, mais seulement 8 mois de l'année. Le mythe était une allégorie du cycle de la nature, qui mourait à l'automne pour renaître comme par magie au printemps. Les participants devaient aussi y voir la promesse d'une autre vie après la mort. Il faut imaginer la fumée produite par des milliers de torches en pin. Le cortège arrive aux portes du sanctuaire. De lourdes portes, comme le montrent les sillons creusés par les battants, s'ouvraient pour permettre aux milliers d'initiés de pénétrer dans l'espace sacré. Tout le monde n'avait pas le droit d'assister au mystère. Athènes en interdisait l'accès aux citoyens des cités avec lesquels elle était en guerre. La moindre indiscrétion était punie de la peine de mort. Divulguer les secrets du culte, c'était porter atteinte à la démocratie. Michael Cosmopoulos est responsable des fouilles d'Éleusis. Il connaît bien la conception que les Grecs avaient de l'au-delà.
La peur de la mort devient de plus en plus forte. C'est probablement lié à l'émergence de l'individu en tant que tel dans les cités-États démocratiques, et en particulier à Athènes. Donc, selon vous, plus l'homme prend conscience de lui-même au sein du système démocratique, plus il s'interroge sur ce qui l'attend personnellement après la mort. Oui, on commence à se poser des questions sur la vie et la mort. Et en venant à Éleusis, les gens espèrent pour la première fois trouver les réponses à certaines de ces questions. Il n'y a pas de notion de paradis ou d'enfer. Le monde des morts est un lieu sans espoir, sans joie. Le culte des mystères laissait entrevoir la possibilité d'une vie meilleure dans l'au-delà. Et peut-être de trouver la voie vers les Champs-Élysées qui constituait ce qu'il y avait de plus proche de la notion de paradis dans la religion grecque. Que se passait-il une fois les initiés arrivés sur place? Ils s'alignaient au bout de la voie sacrée, puis pénétraient l'un après l'autre dans le temple. Comme vous le voyez, cet édifice est en fait un immense théâtre. Oui. On refermait les portes et la cérémonie commençait. La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que l'on rejouait alors le mythe de l'enlèvement de Perséphone par Hadès et de ses retrouvailles avec sa mère Déméter. Quand on regarde une pièce ou un film, on s'identifie au héros. Perséphone est allée dans le monde d'en bas et elle est revenue. C'est comme si votre meilleur ami triomphait de la mort. Sa victoire vous inspire et vous donne force et courage. Vous n'avez plus peur de mourir. C'est ce que les Grecs pouvaient faire de mieux en termes de réalité virtuelle. Ils simulaient la mort dans le cadre d'un rituel. Comme nous, les Athéniens étaient confrontés à des dilemmes moraux insolubles. En choisissant de les représenter en public, ils ont inventé une nouvelle forme d'art. Le théâtre nous permet de mieux comprendre la conception que les Grecs avaient de la vie. Ils vivaient dans une société très structurée, stricte et logique. Dans ce genre de cadre, les passions et les sentiments sont en partie refoulés. Les rituels leur permettaient d'exprimer tout ce qu'ils avaient gardé en eux le reste de l'année. Les tragédies antiques dépeignaient les comportements les plus extrêmes. Les fils y violaient leur mère, les frères y couchaient avec leurs sœurs, les mères y mangeaient leurs enfants. Les pires vices des hommes y étaient exposés. La quête du pouvoir était un thème omniprésent. Les auteurs de l'époque soulignaient bien que la démocratie n'avait pas fait disparaître les appétits des plus ambitieux. L'avènement de la démocratie a été suivi de près par un autre fait marquant. Un homme, un jour, s'est détaché du cœur, puis deux, puis trois. Les premiers acteurs. Le théâtre était né. Je pense que c'est mieux que la religion. La tragédie est l'une des plus grandes inventions de tous les temps. Rencontré à Delphes, le poète Tony Harrison nous confie sa vision de la tragédie grecque. Certaines personnes ont besoin de la religion pour répondre aux questions qui les taraudent. Pour les Grecs, la tragédie constituait un élément essentiel de la vie politique, de la culture, du débat de société. Ils ne percevaient pas l'art et la culture comme nous, comme une façon d'occuper sa soirée. Les représentations avaient lieu pendant la journée? Il ne faut surtout pas oublier qu'elles avaient lieu en plein jour. L'idée était d'étaler tout cela au grand jour, istaphos, à la lumière. Comment supporter l'évocation de thèmes aussi noirs dans l'obscurité? La plupart des tragédies ont été écrites lors de la guerre du Péloponnèse. Retrouve-t-on des éléments de ce terrible épisode historique dans le théâtre de l'époque? Certaines tragédies évoquent effectivement la guerre, comme l'Écube d'Euripide. Dans cette pièce, les Grecs s'interrogent sur la nécessité de sacrifier une jeune fille à la gloire du défunt Achille.
Ceux qui parlent le mieux en faveur du sacrifice sont les Athéniens, prêts à souiller la démocratie en envoyant à la mort une innocente par une décision démocratique. Cela apparaît effectivement comme une terrible distorsion de la démocratie, la sanction d'un acte atroce par la majorité du peuple. Aussitôt, l'orage de la discorde gronde. Deux avis divisent la vaillante armée des Grecs. Les uns veulent qu'on immole une victime sur la tombe, les autres s'y opposent. Les Théséides, ces deux rejetons d'Athènes, ont prononcé deux discours et ils se sont rencontrés dans l'avis commun d'arroser le tombeau d'Achille du sang d'une jeune victime. C'est toute la dialectique démocratique mise au service de l'immolation d'une innocente. Un discours semblable à ceux qu'on prononçait devant les tribunaux et l'Assemblée. À la fin de la dernière guerre, j'avais 8 ans et j'ai vu un reportage où un bulldozer charriait des corps dans le camp de Bergen-Belsen. J'ai été bouleversé. Je me suis demandé comment exprimer les horreurs de notre temps. Et j'ai découvert ce théâtre de la lumière, cette façon d'exposer les ténèbres. Quand je suis ici, à Delphes, je vais toujours toucher les pierres du mur polygonal, qui symbolise pour moi la tragédie. C'est un assemblage de moellons de forme étrange, qui se bloque en cas de tremblement de terre. Ainsi, le mur ne risque pas de s'écrouler comme il le ferait s'il était construit en briques ordinaires. Pour moi, ça représente la tragédie en verre qui résiste au séisme des pulsions obscures. Et toutes ces pierres sont couvertes d'inscriptions. C'est exact. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles sont jointes par des lettres. Pour moi, ce sont les mots qui tiennent tout l'édifice. Quand on lit les textes des tragédies grecques, on n'a pas le sentiment d'être en présence d'une culture solide et apaisée, mais plutôt d'une société tourmentée, à la fois incroyablement sûre d'elle et terriblement angoissée. C'est une ligne de tension qui parcourt toute la société athénienne. D'un côté, nous avons une véritable explosion intellectuelle, avec des gens convaincus d'être des hommes de science et de progrès. Et parallèlement, la tragédie grecque, ce nouveau genre littéraire à la mode, nous rappelle sans cesse le contraire. Tel Oedipe, nous pensions être maîtres de nos vies, mais nous allons apprendre qu'en fait, nous avons couché avec notre mère et tué notre père, que tout cela n'était qu'une mascarade. Celui qui pense détenir la réponse se condamne lui-même à la tragédie. Au 5e siècle, c'est Athènes dans son ensemble qui flirte avec la tragédie. La cité est en pleine mutation. Mais tôt ou tard, les idées nouvelles ne peuvent qu'entrer en conflit avec la tradition. Lors des travaux d'élargissement de cette route, les ouvriers ont eu la surprise de mettre au jour 3 tombes aristocratiques en parfait état de conservation. En arrivant sur place, le lendemain, les archéologues ont constaté avec étonnement que l'une d'elles était littéralement bourrée d'objets divers, et notamment de flacons de parfum en or, en bronze et en albâtre. Mais le trésor le plus précieux se trouvait non pas à l'intérieur, mais au-dessus de la tombe, dans les restes calcinés du bûcher funéraire. Cette tombe appartenait manifestement à un riche aristocrate, à quelqu'un qui avait les moyens de s'offrir des objets aussi raffinés. Les archéologues ont également découvert les fragments d'un papyrus brûlé. Il s'agit du plus ancien manuscrit retrouvé en Europe. Tous ces mots ont été livrés aux flammes, éparpillés sur la tombe et enfouis pendant 2400 ans. C'est un vrai miracle qu'il soit parvenu jusqu'à nous. Ce fragment nous apprend que Zeus a violé sa mère, qui a ensuite donné naissance à Aphrodite. On peut lire ici Aphrodite.
Il a fallu des années de travail pour déchiffrer ce manuscrit. Les idées qui y sont exprimées constituent un extraordinaire puzzle. Dirk Kobbink est le premier chercheur étranger à avoir pu examiner le papyrus. Membre de l'Institut de papyrologie de l'Université d'Oxford, il utilise un scanner pour percer le secret du manuscrit en variant la longueur d'onde des rayons lumineux. En descendant dans le spectre des infrarouges, la couleur a tendance à disparaître et on obtient plus de contraste entre le fond gris et l'encre utilisée, qui est légèrement plus foncée. On fait ainsi apparaître des lignes entières. Ce fragment était tellement sombre qu'on ne pouvait rien voir à l'œil nu. La technique de l'imagerie multispectrale permet d'aller très loin dans la récupération des textes. Le papyrus de Derveni posait un problème supplémentaire parce qu'il avait été roulé. Comme pour les manuscrits de la mer Morte, nous avons mis un temps fou à simplement comprendre de quoi parlait le texte. Il s'agit du commentaire d'un texte religieux. L'auteur explique que les mythes ne doivent pas être interprétés littéralement, mais de manière scientifique. L'auteur analyse un poème d'inspiration religieuse. Pour lui, le texte ne doit pas être pris littéralement, mais de manière allégorique. Il le présente comme le récit de la création du monde, expliqué d'un point de vue proche de celui de la théorie actuelle de la physique moléculaire, ce qui est absolument extraordinaire. C'est le genre de raisonnement qu'on retrouve au XVIIIe siècle chez quelqu'un comme Newton, quand celui-ci cherche à réinterpréter la Bible. Chez un homme de science pour qui l'univers a toujours existé et existera toujours. C'est ce qui fait tout l'intérêt de ce document. C'est une véritable bombe à retardement. Nous sommes à l'origine de la science moderne. C'est une fenêtre ouverte sur une période où les Grecs s'interrogeaient sur les origines de l'univers. Mais ces théories sont terriblement dangereuses. En 414, l'auteur de ce document, un certain Diagoras de Mélos, un ami de Socrate, est inculpé d'impiété. Sa tête est mise à prix par la démocratie, qui demande son assassinat sans procès. Diagoras avait quitté Athènes, certainement à cause de ce texte qu'il avait osé écrire. Les penseurs contestataires étaient soupçonnés de chercher à tromper le peuple. Les intellectuels et les aristocrates se réunissaient à huis clos lors de symposiums pour discuter d'idées peu conformes à la pensée orthodoxe. C'est l'un des traits les plus singuliers de la démocratie athénienne. Les réunions étaient très mal vues. On détestait les coteries, suspectées de comploter contre la démocratie. James Davidson a étudié la relation entre symposion et pouvoir dans la société athénienne. Le symposion, ou banquet, réunit un groupe d'hommes qui boivent ensemble dans une pièce de dimension très réduite, dans un cadre très intime. C'est quelque chose d'informel qui se déroule dans une atmosphère décontractée. On n'est pas censé parler politique. Ce n'est pas un lieu de débat. C'est avant tout l'occasion pour les participants de nouer des relations. Mais la politique finit quand même par pointer le bout de son nez. Les symposions étaient propices aux pratiques homosexuelles, mais souvent, sous couvert d'érotisme, des réseaux secrets se mettaient en place. Les relations homosexuelles n'avaient-elles pas autant à voir avec le pouvoir qu'avec le plaisir charnel? Je pense que c'était surtout de la fraternisation entre hommes. Je sais que ça paraît assez évident, mais on constate très souvent que l'être aimé cherche en fait à satisfaire des ambitions politiques, tandis que celui qui aime est à la recherche d'un relais qui peut lui être utile. C'est lors d'un symposion que Socrate rencontre l'aristocrate le plus puissant de son époque. Alcibiade est un jeune et fringant général. Sa victoire dans la course à Olympie a fait de lui un héros. Il est devenu du jour au lendemain l'homme politique le plus charismatique et le plus influent d'Athènes. Selon Platon, Socrate et Alcibiade fréquentent à l'époque le même symposion, le même banquet. Le philosophe révèle à ses compagnons les mystères de l'amour, adaptation subtile des mystères d'Éleusis. Ces propos, qui mêlent science et religion, rappellent singulièrement le papyrus de Derveni.
Ces idées paraissaient révolutionnaires. Alcibiade et ses compagnons se livraient à des fêtes privées qui, selon certains, tournaient en dérision les mystères d'Éleusis. Et le papyrus de Derveni a probablement aussi été considéré comme une remise en question des mystères traditionnels. Confinés dans un premier temps à la sphère privée, ces idées allaient finir par faire irruption sur la place publique, précipitant la fin de la carrière d'Alcibiade et de l'âge d'or d'Athènes. En 415, Alcibiade est au fait de sa popularité. Il parvient à convaincre les Athéniens de la nécessité d'agrandir l'Empire en conquérant la Sicile. Avant même que l'expédition ne commence, un premier scandale éclate. Il est d'ordre religieux. Il y a dans Athènes, à tous les coins de rue, une multitude de représentations du dieu Hermès. Les Athéniens viennent à peine de prendre la décision d'envahir la Sicile. Un beau matin, ils constatent en se réveillant que des centaines de statues ont été mutilées, qu'on a coupé le nez et le phallus du dieu messager. Une enquête est ouverte. Les témoins ne tardent pas à faire état des frasques nocturnes de bandes de jeunes aristocrates. On parle de soirées arrosées où on se moquerait des dieux. On murmure qu'Alcibiade serait le principal meneur. Après le débarquement en Sicile, Athènes envoie un navire chargé de ramener Alcibiade pour qu'il soit jugé. Mais le jeune général prend la fuite et se retrouve à Sparte, où il conseille l'ennemi sur la façon de venir à bout d'Athènes. Tout cela semble de très mauvais augure. Les Athéniens prenaient vraiment très mal tout ce qui relevait de l'atteinte à la religion. Ils se sont lancés dans une véritable chasse aux sorcières. Ils s'en sont pris d'abord à ceux qui avaient vandalisé les statues, puis à ceux qui étaient soupçonnés d'avoir parodié les mystères d'Éleusis. Les Athéniens ont finalement révoqué la prohibition de la torture et beaucoup de gens ont été suppliciés et exécutés. La cité a vécu une période sombre. La situation devient difficile pour Socrate. Son plus célèbre disciple a été mis au banc de la société et autour de lui, de nombreux intellectuels sont traduits en justice. Le dénouement est proche et il sera tragique. La dernière partie du 5e siècle avant notre ère marque la fin de l'âge d'or d'Athènes, livré à ses ennemis par ses propres divisions internes. Il suffira de 15 ans pour que la démocratie s'effondre. Nous sommes en 413. Cela fait près de 20 ans qu'Athènes est en guerre contre Sparte. Pour remporter la victoire, la cité misait beaucoup sur le jeune et brillant Alcibiade, désormais en disgrâce. Deux ans après le début de l'expédition en Sicile, les troupes athéniennes, privées de leur meilleur général, se retrouvent prises au piège dans le port de Syracuse. L'ennemi resserre son étreinte. Les Athéniens sont anéantis. Les rares survivants parviennent à regagner la cité. Les récits qu'ils rapportent sont tellement atroces qu'au début, les Athéniens refusent de les croire. Et lorsqu'ils comprennent qu'ils disent en fait la vérité, c'est la panique générale. La débâcle sicilienne est le début d'une longue agonie. Athènes est la proie d'une profonde crise politique. Les citoyens cherchent des boucs émissaires et persécutent désormais les dirigeants et les penseurs qui constituaient naguère l'âme même de la démocratie. Un système qui avait réussi à mettre les ambitions de l'aristocratie au service du peuple s'est transformé en un régime qui pousse désormais les meilleurs des Athéniens dans les bras de l'ennemi. La démocratie est mortellement blessée. Des escadrons de la mort sillonnent les rues.
C'est dans ce climat de terreur que les Athéniens se retournent contre Socrate. Depuis plus d'un demi-siècle, le philosophe arpente la ville, exaspérant ses citoyens de ses questions incessantes. Tant que la démocratie était forte, les Athéniens l'ont accepté comme une sorte d'excentrique un peu trop curieux. Mais avec les horreurs survenues depuis quelques années, ils le considèrent comme un élément perturbateur qu'il faut éliminer. Socrate sera finalement jugé pour 2 raisons. Pour s'être moqué des dieux de la cité et pour avoir corrompu la jeunesse. 2 ou 3 anciens disciples de Socrate vont le trahir. Ils vont l'accuser d'être responsable de tous les maux de la cité. Or, les Athéniens ont toujours considéré que chacun devait être tenu responsable des opinions qu'il exprimait. Ces accusations lui sont signifiées sur l'agora, où il a été convoqué devant un juge. L'endroit est aujourd'hui traversé par le métro athénien. Selon Platon, Socrate dit ne plus pouvoir participer au dialogue parce qu'il doit aller répondre aux accusations prononcées contre lui. John Camp travaille depuis 40 ans sur les fouilles de l'agora. Comment est-ce que ça se passait? Qui intervenait? Les Athéniens étaient très procéduriers. Les tribunaux étaient nombreux et devaient siéger très souvent. Les procès mobilisaient une foule de gens. Un jury athénien comprenait au minimum 201 personnes. Certains étaient composés de 501, voire de 1501 membres. Tout le monde criait et faisait beaucoup de bruit. Le procès de Socrate a été tout à fait extraordinaire. Socrate a refusé tout compromis. S'il y a une chose que je ne ferai pas, a-t-il déclaré, c'est renoncer à la philosophie, renoncer à parler aux gens, renoncer à leur demander en quoi ils croient. La séance a été tumultueuse. Platon rapporte que Socrate a pris de haut ses accusateurs. Ils mettent en avant ces accusations banales qu'on fait ordinairement aux philosophes, qu'ils recherchent ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, qu'ils ne croient point aux dieux et qu'ils rendent bonnes les plus mauvaises causes. Ils n'osent dire ce qu'il en est, qu'ils font semblant de savoir, alors qu'ils ne savent rien. Il refuse de respecter la cour. Invité à suggérer lui-même sa peine, alors que les jurés sont prêts à le condamner au bannissement, il demande à être nourri gratuitement à vie, la récompense généralement accordée aux sportifs illustres. Il leur a toujours dit la vérité et ce qui était bon pour eux. Ils devraient donc l'en remercier, mais ces juges ne voient pas les choses ainsi. Et quand il leur suggère de le traiter comme un champion olympique, comme une sorte de héros national, ça ne passe pas. Il y a eu d'ailleurs davantage de voix en faveur de son exécution que de voix le reconnaissant coupable. Certains ont donc changé d'avis après le verdict. Platon nous dit que Socrate a veillé à avoir le dernier mot. Mais il est temps que nous nous quittions. Moi pour mourir et vous pour vivre. Qui est le mieux loti? Dieu seul le sait. C'est peut-être ici que Socrate a passé ses derniers jours, dans une cellule de l'agora d'Athènes. Le jour fatidique, il a bu une coupe de ciguë. Il a marché jusqu'à ce qu'il sente ses jambes devenir lourdes, puis s'est allongé. L'émotion de Platon est intense. Ce fut la fin de notre camarade, du meilleur, du plus sage et du plus juste des hommes. La mort par la ciguë est cependant longue et douloureuse. Socrate a dû agoniser pendant des heures. Les Athéniens devaient regretter presque immédiatement leur décision. Ils firent ériger une statue de Socrate aux portes de la ville.
Platon, son disciple, écrivit son apologie et le fit entrer dans l'histoire comme le premier martyr idéologique de l'histoire de l'humanité, victime de la répression de la liberté d'expression. Il disait aux Athéniens des choses sur eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas entendre, et il refusait toute concession. C'est bien sûr l'une des raisons qui le rendent admirable, mais aussi ce qui a précipité sa mort. Socrate était considéré comme le maître à penser des tyrans. On peut l'assimiler, dans une certaine mesure, à un prédicateur prononçant des discours de haine dans une mosquée. Serions-nous prêts à l'accepter ? Les maîtres penseurs ont des responsabilités qu'ils doivent assumer. Et Socrate a certainement eu pour disciples certains des personnages les plus dangereux de l'Athènes des 5e et 4e siècles. N'oublions pas non plus que son disciple le plus éminent, Platon, était régulièrement cité par Staline et Hitler pour justifier les États totalitaires qu'ils avaient mis en place. Cette philosophie a une dimension obscure. Socrate remettait en question la sagesse d'un pouvoir exercé par le plus grand nombre. Il s'est associé avec les aristocrates les plus conservateurs. Ses idées étaient à bien des égards antidémocratiques, mais dans le même temps, elles ont été libératrices. Il fait figure de pionnier d'un mouvement de pensée qui transcendait la religion pour s'interroger sur la nature du monde et sur le rôle que l'homme y jouait. La démocratie pouvait tolérer beaucoup de choses, mais pas d'être directement attaquée dans ses fondements. En remettant en question les dieux, Socrate s'en était pris au système de valeurs communes sur lequel reposait la démocratie athénienne. Le paradoxe, c'est que ces idées révolutionnaires ont pu prendre forme justement parce que la démocratie permettait la liberté d'expression. La démocratie directe n'a duré que 150 ans à Athènes. Nous la considérons comme le fondement même de notre civilisation. Or, l'Occident a souvent rejeté le pouvoir populaire direct, comme une option politique qui n'était pas viable. L'histoire d'Athènes explique en partie pourquoi. La démocratie demande des efforts. Elle est exigeante, imparfaite et fragile. Pendant 3 générations, Athènes a connu une réussite phénoménale. Les citoyens de la ville ont vécu l'un des épisodes les plus radicaux et les plus originaux de l'histoire de l'humanité. Une période capricieuse, faite d'incohérences et de conflits. Mais on peut en dire autant de toute société ouverte. Donner le pouvoir au peuple, c'est s'engager sur une voie changeante et incertaine, violente et brillante à la fois. L'Athènes démocratique en est le plus bel exemple.